Bonjour, madame, monsieur, messieurs. Bonjour. On est là pour parler de la croûte. Alors, on va parler pain, mais on va vraiment se concentrer sur la croûte, toutes ces belles croûtes qu'on voit ici sur la table. En fait, j'avais une première question toute bête, peut-être pour Frédéric Lanos. Pourquoi il y a de la croûte sur le pain? Et il y a une croûte parce qu'il y a caramélisation et cette partie qui est un petit peu plus croustillante. Même le sel, par exemple. J'évoque ça juste pour provoquer le nutritionniste qui est à côté de moi. Mais, donc la croûte est produite aussi je prends la parole d'usurpation parce que c'est Frédéric qui sait mieux comme moi, mais le pétrissage influe sur la croûte. Enfin, le temps de pétrissage, l'intensité, enfin, il y a un tas de facteurs qui nous donnent et la cuisson. croûte. Et évidemment la cuisson, le sol réfractaire, par rapport à où il y a une dernière fermentation explosive. Pour compléter ce que dit Frédéric, en fait, quand ça cuit, en fait, parce qu'à l'extérieur, perd plus rapidement de l'eau, donc durcit. Sèche un peu. Sèche et durcit. Sèche par rapport à la mie à Et l'intérieur. après, on aura des épaisseurs de croûte complètement différentes suivant les fermentations qu'on va mener et suivant la recette qu'on va y apporter. Dans ces deux pains-là qu'on pourra regarder tout à l'heure, celle-ci, j'ai quasiment pas de croûte, celle-ci, j'ai une belle croûte. J'ai des ingrédients qui ne sont pas les mêmes dans telle et telle recette. Donc chaque ingrédient, farine, sel et eau, peuvent influer selon les proportions. Et je dirais même, encore une fois, le risque de provoquer Frédéric, que le façonnage, la tourne, La main du boulanger. un pain long, comme une baguette, va avoir un rapport croûte-mie différent qu'un gros pain classique de 2 ou 3 kilos, où la croûte va avoir un autre aspect. L'engouement pour la baguette à Paris, dans les années 20 et 30, c'était justement parce qu'on voulait la croûte. Ouais. Et alors, on voit là, tous ces pains sont scarifiés, enfin non, sauf la ciabatta. J'imagine que ça aussi, c'est important dans la constitution de la croûte. Oui, puis c'est ce qui permettra d'avoir un joli développement. Si vous ne lamez pas votre produit, il est un petit peu retenu et il craquera un petit peu n'importe comment et aura surtout un développement bien moins intéressant. Donc le fait de le lamer, on oriente un petit peu la poussée gazeuse. Quoi. On pourrait ne pas scarifier pour obtenir... On pourrait, mais... Certains le font, je crois. Oui, alors si vous ne scarifiez pas, ça veut dire que la clé, vous retournez votre baguette ou votre pain et c'est le façonnage, la clé du façonnage qui s'ouvre naturellement. Mais inévitablement, un pain, il va doubler de volume au four. En moyenne, il faut impérativement qu'on l'aide à cette poussée gazeuse, qu'elle soit un petit peu orientée pour... Sinon, ça va être anarchique. La grignée naturelle remonte très très loin dans le temps, mais la plainte qu'on retrouve constamment, c'est la lacération du pain, le pain qui est endommagé parce que cette croûte, cette grigne naturelle est sauvage et donc ça peut se présenter de plusieurs façons. Donc on est passé à une scarification rationnelle justement pour éviter les accidents et pour donner un aspect décoratif aussi bien qu'un aspect technique qui permet donc le gaz de sortir dans la dernière fermentation. On peut pousser un peu plus loin sur cette histoire de la croûte, vous avez commencé à l'évoquer. Il y a eu donc une évolution dans les usages, les goûts des consommateurs. Certainement, la croûte dans le temps était une espèce de garantie de conservation. Une croûte épaisse pour un gros pain était une manière donc d'assurer que ça allait rester frais. D'ailleurs, on ne mangeait pas le pain tout de suite, on mangeait le pain le lendemain si c'était un gros pain. Et donc la croûte a un effet protecteur aussi donc, pour la conservation, évidemment, la qualité. Un pain qui a une croûte trop fine, la mie va sécher très très vite en fait, puisqu'elle va perdre de l'eau, elle va sécher, donc le pain va durcir et sera beaucoup moins bon à la consommation. C'est pour ça qu'avant, quand il n'y avait que des pains comme ça, on les gardait sur plusieurs jours sans problème, alors qu'une baguette ou un pain qui aurait une croûte très très fine par défaut de cuisson, il pourra être gardé très peu de temps. Alors on parlait de la cuisson tout à l'heure, effectivement. Toi, Simon, tu fais ton pain au restaurant. Et un restaurant n'est pas toujours équipé, c'est pas une boulangerie, un restaurant. Donc il faut trouver des alternatives pour obtenir une croûte telle que tu la conçois. Comment tu fabriques ton pain? Alors nous, on a étalonné une recette avec un ami boulanger. L'idée, c'était de recréer, de travailler et sur la recette et sur le sel, comme on dit tout à l'heure, sur le taux de l'humidité du pain. Et pour arriver à avoir une croûte, moi, la façon ce que je recherche, suffisamment épaisse sans l'être trop non plus, pour pas trop de coloration aussi, pour pas monter trop dans les amers. Et donc la difficulté était d'arriver à avoir une cuisson qui soit homogène
sans avoir de four boulanger. Mais bon, aujourd'hui, on arrive à avoir un pain comme on le désire, avec une croûte qui est suffisamment épaisse, en tout cas sur le dessus, et un peu plus fine sur le dessous, ce qui pourrait, enfin, je pense chez un boulanger, ce qui pourrait montrer qu'il manque un tout petit peu de cuisson. Mais Vous après, c'est vrai faites que sur un sol réfractaire ou sur de la briquette réfractaire, sur une pierre sur la pierre. Voilà, Pierre oui, chauffée, donc c'est- tu De chauffes façon- le matin. Exactement. En arrivant, on chauffe les pierres, beaucoup, de façon à ce que le pierre puisse développer tout de suite. Mais c'est important, pardon, ce qu'il dit, c'est effectivement une croûte ni trop épaisse, ni trop fine, pas trop cuite. C'est-à-dire que je suis beaucoup pour le plaisir de manger. Le plaisir, il va être vraiment dans cet équilibre de quelque chose qui va avoir beaucoup d'arômes, mais qui ne va pas être trop fort non plus, trop amer ou brûlé. Donc c'est le talent du boulanger de trouver le bon équilibre. Mais je crois que ça va même plus loin ici, parce que les dogmes, j'aime pas, je ne suis pas doctrinaire, mais je crois réellement que le pain ne peut pas atteindre son apogée sensoriel s'il n'y a pas échange d'arômes entre croûte et mie. Et si la croûte ne subit pas une réaction Maillard correcte, s'il n'y a pas caramélisation, on ne peut pas obtenir cet échange qui est formidable et qui nous permet d'avoir un pain qui est réellement voluptueux, qui est réellement ensorcelant. Et donc on a un pain quand il n'y a pas de croûte, qui est un peu terne, qui manque de vivacité, qui n'est pas séduisant et qui nous donne une version de buns, et qui, pour moi, traduit une espèce d'américanisation rampante. Vous, les Français, vous allez vers le mou. Bon, le mou, c'est dangereux. Donc, attention au mou. Mais je me rappelle avoir été très marquée en entendant Steven il y a quelques années, en disant la spécificité du pain français, c'est le croustillant. Oui. Et effectivement, c'est ça. Enfin, il y a le plaisir des arômes et des échanges, mais il y a aussi le plaisir de la texture du croustillant. Ce pain, un exemple, entre le moment où vous l'attaquez et le moment où il finit, il se passe plus de 48 heures. Bon, bah ça, à partir de ce moment-là, alors oui, il peut avoir un manque de développement, oui, mais je suis quasiment certain que ma croûte sera jolie et il se passera quelque chose. Et puis au-delà de la croûte, on achète un produit, à mes yeux, on achète un pain avec les yeux, hein, parce que vous l'achetez tout d'abord avec le regard, comme beaucoup de choses d'ailleurs, hein, et puis après tu reviens si c'est bon. Mais sur ces pains, on doit avoir, je ne sais pas si on va le percevoir, mais j'aime beaucoup moi ces couleurs rougeâtres. Hein. Mon pain, je suis content moi lorsqu'il vire vers le rouge. S'il vire vers le rouge, ça veut dire Terre de Sienne, moi. Terre de Sienne. Non mais c'est rouge, c'est caramel, ouais, là c'est un peu rouge, là c'est. Alors on peut dire non, mais c'est un fond de feu derrière, c'est un fond de. Et ça veut dire, ça me plaît beaucoup. Pas beaucoup. blanc, quoi. Ça donne, Mais ce qu'il y a également, c'est un des rares aliments qu'on mange sans intermédiation des ustensiles. Donc on touche le pain, forcément. Et donc il y a cette sensualité, il y a cette intimité. On est en transgression parce qu'on touche comme ça, mais il y a le son de la croûte. Il y a cette chanson. D'abord la chanson en sortant du four, le reçoage, et puis après à table, et puis il y a le tambour qui nous rassure. Là il y a une cuisson formidable parce qu'il y a ce son un peu creux, et puis il y a cette texture qu'on sent avec ses doigts, mais également avec sa langue qui est un grand muscle, avec ses dents. Donc tous ces aspects, le pain sollicite tous les sens. Donc la croûte nous donne quand même le toucher, l'ouïe, aussi bien que évidemment l'aspect, la vue, car 80% de nos entrées sensorielles sont avec les yeux. Juste sur un aspect plus particulier, surgélation, congélation. Est-ce qu'on peut congeler son pain? Est-ce qu'il vaut mieux le surgeler? Comment est-ce qu'on le remet en température? C'est quoi les bonnes pratiques? Quand moi je vais chez Lalos, qui est un des meilleurs boulangers de France, j'achète mon pain, je peux acheter 2 ou 3 pains et je peux congeler 2 pains. Et 2 jours, 3 jours, 8 jours plus tard, je peux les sortir. Je les mets au four à 110, 115, 120, 7-8 minutes. Et je mets parfois un peu d'eau, juste un tout petit peu. Et je sors Est-ce que la croûte conserve toute son croustillante? J'ai quand même pas mal de croûte. Je dirais que je préfère faire ça que de m'obliger d'acheter un pain médiocre dans une boulangerie
où le boulanger est indifférent à la qualité des choses et la fraîcheur ne prime pas sur l'excellence J'ai la même pratique, je préfère aller faire du chemin pour aller chez un bon boulanger et du coup on a acheté beaucoup de pain et en congeler une partie. Je crois qu'une chose qui est importante, c'est de décider de la congélation au début, c'est-à-dire il y a une chose qui est importante, c'est de congeler le pain quand il est encore frais, c'est-à-dire au même moment où on va commencer à le manger et pas attendre qu'il est séché, et on aura un très très bon résultat et c'est bien préférable d'acheter un bon pain et de le congeler que d'acheter le mauvais pain simplement parce qu'il est là à 5 minutes en bas de sécheuse. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans la croûte, Ariane? Est-ce qu'il y a des propriétés, des éléments nutritionnels distincts Alors, comme disait Steven, on mange avec tous les sens après, mais la croûte n'est que la partie extérieure de la recette. Donc, il n'y a pas de différence constitutive, du point de vue des apports en vitamines, en minéraux, il n'y a pas de différence. Après, il y a une différence quand même. Il y a la caramélisation, donc ça joue vraiment au niveau aromatique. Et il y a quand même, en termes de rassasiement et de ce qu'on appelle l'index glycémique, c'est-à-dire le fait qu'on va manger quelque chose qui ne va pas être absorbé trop rapidement, un pain qui a une bonne croûte va être un petit peu plus long à digérer parce que les transformations de l'amidon du pain ne sont pas tout à fait les mêmes au niveau de la croûte. Donc un pain comme ça, un pain qui a une bonne croûte, il va être plus rassasiant, il va nous tenir plus longtemps qu'un pain tout blanc qui est un petit peu interprété par le corps comme un sucre très rapide, digéré très très vite. Et n'oublions pas la mâche, parce que la mâche, c'est la première expérience en bouche, c'est le moment, disons, d'invasion en bouche. Et s'il y a pénurie de croûte, s'il n'y a pas de croûte, la mâche devient laborieuse, réfractaire. On ne peut pas former le bol alimentaire sans beaucoup de peine. Et puis on est un tout petit peu troublé par ça. Et ça ne fait pas plaisir, ça n'augure pas bien pour ce qui va se passer. Or, quand il y a bon ménage, un rapport, disons, fructueux entre mie et croûte, cette mâche est merveilleuse. Mais absolument. Et d'ailleurs, la croûte oblige à mâcher. C'est-à-dire que Steven a tout à fait raison. En fait, on oublie souvent que le début de la digestion se fait dans la bouche. Et donc, si on prend le temps de bien mâcher, de mastiquer, il y a aussi de la salive dans la bouche, tout ça, ça prépare vraiment une bonne digestion après. Alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on fait tout trop vite, et y compris on mange trop vite. Et si on a du pain tout mou, c'est une forte incitation à l'avaler très très vite et à avoir des problèmes de digestion derrière, et plus un manque de plaisir gustatif. Aujourd'hui, dans les rayons de supermarché, on trouve des pains sans croûte. C'est quoi? C'est une américanisation aussi pour moi, oui, c'est une forme. Vous bradez votre héritage, votre patrimoine gastronomique quand vous mangez des pains comme ça. Moi je suis pas pour la préférence nationale en quelque sorte. Je suis cosmopolite et je veux que tout soit un tout petit peu mélangé à la limite, mais je crois que quand on renonce complètement à la croûte, quand on va vers donc un pain de mie qui ne dit pas son nom, quand même il y a une perte terrible de plaisir. On parle du plaisir ici. Et le plaisir, pour moi, c'est pas réflexif. C'est une chose qu'on doit apprendre. Et en partie, je crois qu'il y a un double échec. Il y a un échec technique en boulangerie où on n'apprend pas aux jeunes l'importance de la croûte. Et il y a un échec de transmission. On ne fait pas l'éducation nécessaire des consommateurs en expliquant pourquoi, avec une croûte, ils vont trouver quelque chose de beaucoup plus émouvant. Car finalement, c'est l'émotion qui compte ici. Et ça s'inscrit dans son cortex. Et c'est ça qui nous donne ce sentiment proustien quand on a quelque chose qui était formidable hier, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans. Et là, la croûte joue un rôle absolument de catalyseur. Totalement d'accord avec ce que dit Steven. Et il y a vraiment, il y a l'aspect texture et croustillant de la croûte, mais on mange vraiment avec tous les sens. Et aussi bien on peut sentir le pain, mais quand il est en bouche, il y a quand même beaucoup des arômes qui vont être dans la croûte par rapport à la caramélisation. C'est le goût, vous me disiez. C'est une grande partie du goût. C'est une grande partie on peut du goûter, goût. hein, peut-être, on peut peut-être oui, ça serait décrire ce que vous ressentez chacun. Après, le pain de mie, je pense qu'il doit être vécu plus comme un support que un plaisir. Ouais, Alors, c'est encore du les gens qui aiment le pain de mie vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais un pain de mie, c'est un support qui est peut-être facile à manger rapidement, sans réflexion particulière, mais tu veux manger un bon gibier, une belle terrine,
le plaisir est dans la terrine, mais il est autant dans le pain, quoi, vraiment. On ne prend pas une sauce, une grande sauce, je sais pas quoi, une béchamel, en enlevant l'œuf, parce que, je sais pas, il y a quelque chose de constitutif du plaisir du pain, et je suis d'accord avec Frédéric. Le pain de mie, c'est un pain qui a des fonctions, mais pour moi, un pain qui a une croûte est un vrai plat. C'est autonome, si c'est bien fait, on n'a même pas besoin de mettre du beurre, de mettre autre chose. On peut, il n'y a pas de... Mais avec un pain de mie, on ne peut pas imaginer ça comme quelque chose de complet, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une façon, on va peut-être prendre du pain, est-ce qu'il y a une façon de couper la croûte ou on y va on dit parfois qu'il faut rompre le pain. Oui. C'est vrai ou est-ce que... Ça, c'est religieux. Oui, Oui, il faut faire la croix aussi, si l'on veut, mais quand M. Fillon est président, ça serait obligatoire. Oula, voilà. Mais on peut aussi faire le test de soufflage avec la coupe. C'est quoi ce test? Comme ça. Quand on a du vin pour l'aérer, pour l'oxygéner, on fait comme ça, et ça fait émerger les arômes. Ben, si on prend la coupe, c'est pas très hygiénique, mais et si on souffle et on capte immédiatement tout ce que vous disiez sur la complexité des arômes. En fait, ce sont des odeurs, parce que les arômes, c'est uniquement rétronasal, mais... Voilà, et c'est intéressant de faire ça. On croit des fois que c'est pas poli de Souffler sentir, dessus, c'est vraiment... mais en plus, on va avoir mettre effectivement... le nez. Et puis on va avoir des parfums différents quand on sent comme ça, c'est et très une clair. fois qu'on mange. Donc c'est quand même une bonne partie du plaisir, les parfums d'un plat. Je suis d'accord avec vous que c'est un aliment qui peut se suffire à lui-même. Alors il y a aussi des gens qui enlèvent la croûte, qui la jettent, et qui mangent que la mie. Donc ça c'est des mécréants. Je sais pas, il y a une grande tension ici entre une approche, disons, permissive, et en France en particulier, on n'aime pas l'oukase à table, il faut manger comme ça, il faut manger comme ça. Et moi, je ne fais pas la police alimentaire, mais j'invite les gens qui n'aiment pas la croûte de discuter et d'essayer de comprendre pourquoi ce rejet. Est-ce que c'est la crainte pour les dents, pour les gencives? Est-ce que c'est un traumatisme de jeunesse? Je ne sais pas quoi. Parce que quand on... Moi, je trouve que dans les focus groups et dans les réunions, quand on explique ce que donne la croûte au pain, quand on explique la relation mi-croûte, quand on parle donc de la globalité sensorielle, les gens commencent à comprendre qu'ils ont perdu énormément quand ils enlèvent ou rejettent la croûte. Et moi, ce que je crains, parce que la croûte est le propre du pain français, si on va vraiment radicalement vers le mou, eh ben, on va avoir un pain tellement banalisé que justement l'intérêt de la confection artisanale, de l'imagination artisanale, ça va valoir beaucoup moins qu'aujourd'hui. Par exemple, Simon, on ne peut pas saucer, si on n'avait que de la croûte, on ne pourrait pas saucer. Donc c'est aussi dans l'échange, quand on sauce un C'est vrai qu'il y plat, a un côté poreux. il faut de la mie pour absorber les jus. Donc c'est un tout le pain. Oui, mais je pense qu'on rejoint aussi ce que Steven disait il y a quelques minutes sur l'aspect, le pain est un plat en lui-même. Donc après, c'est vrai, quand on vient nous l'apporter durant un repas, et l'ajouter, donc une valeur ajoutée par rapport au plat, par rapport à la sauce, par rapport à n'importe quel ingrédient, on vient mixer des saveurs. Moi, je vais vraiment parler de saveurs. On vient chercher quelque chose et qui vient aider. J'ai parlé de sublimer, mais c'est même pas sublimer, qui va s'ajouter comme un complément à ce qu'on essaie de mettre en avant. C'est un élément du plat. C'est-à-dire que nous, à mon sens, en tant que Français, on a souvent cette culture du pain. Et je pense que c'est vrai que dans ces moments-là, on a tendance à en oublier la croûte. Mais la croûte, l'amertume, la cuisson qu'on va apporter sur le pain et les saveurs que vont dégager la croûte, influe énormément sur ce que les gens vont manger derrière. C'est-à-dire que quand on parle de saucer un jus, n'importe quoi, une vinaigrette, avec simplement de la croûte, les gens ne le font pas naturellement, mais on pourrait tout à fait être amené à le faire avec les saveurs que dégage une croûte. C'est vrai que le côté poreux de la mie de pain permet d'absorber le jus. ajoute Et un pour côté facile, continuer sur la pratique. cuisine, toi tu cuisines aussi avec du pain dans... Alors c'est quelque chose dans qu'on les aime plats. bien faire. Ouais. On aime bien, et encore une fois, la croûte reprend vraiment un sens, parce que suivant les plats et les choses qu'on a envie de créer, on va jouer sur les amertumes, sur une certaine acidité,
C'est vrai qu'on a tendance, nous, on peut même faire brûler du pain, ou brûler vraiment de la croûte, mais brûler, pour l'infuser dans des bouillons, pour essayer de rechercher un côté, pour essayer de développer des saveurs déjà qui sont dans la recette du pain, déjà, dans la concentration, dans la fermentation du pain, et ensuite pour développer un certain côté, torréfié qu'on peut avoir à travers une croûte et qu'on n'aurait pas avec autre chose. Donc tu fais une glace au pain, par On exemple? fait une glace au pain, on fait des bouillons infusés au pain, on fait différentes choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'amuse beaucoup. J'ai des clients qui me disent en ce moment que la glace au pain qu'on fait, elle les rappelle quelque chose. Et pour moi, elle me rappelle vraiment la crème renversée de mon enfance. Ça a vraiment ce côté parce que derrière, c'est du pain qu'on laisse infuser pendant 24 ou 48 heures, du pain qu'on a bien torréfié, qu'on laisse infuser dans une base de glace pendant 24 à 48 heures, de façon à ce que ça développe les arômes et qu'elle mature avant de la travailler comme une glace. Et c'est vrai que on retrouve ce côté, on n'a plus d'amertume, on a un côté caramélisé, torréfié, qui est vraiment intéressant. Alors, on a beaucoup de crumble aujourd'hui dans tous les restaurants un peu branchés parisiens. Il y a toujours du croustillant, il faut du croustillant. Tu utilises la croûte du pain pour éventuellement créer un croustillant. On travaille avec, on peut tout à fait faire des chapelures, on peut tout à fait. La croûte me semble pour moi vraiment plus intéressante parce que elle est vectrice de beaucoup de saveurs. Donc quand on va travailler pour faire un croustillant, je sais pas, ça peut être autant sur des poireaux ou simplement une poudre de pain, j'aurais tendance vraiment à sélectionner et récupérer les croûtes, plus que les cœurs. Mais bon, encore une fois, il y a un échange de saveurs, on ne dissocie pas l'un de l'autre, il y a un échange de saveurs entre la mie et la croûte. Et, Dernière chose sur le restaurant, après on pourra redéguster, sur le service. Parce que on le voit, la croûte, ça fait des miettes. Est-ce que c'est une réflexion en salle de se dire comment est-ce qu'on sert le pain pour que on n'est pas partout, pour que le service de la salle soit facilité? Je pense que ça l'est évidemment parce qu'on est tous autant qu'on est, c'est jamais très agréable d'être sur une table en train de déjeuner ou de manger où il y a de la croûte de pain absolument de partout. Après, bon, il y a différentes méthodes qui sont apportées, déjà avec les panières de pain où on a quand même un premier endroit où la croûte peut s'effriter un peu. Et après, je pense que ça fait partie des choses, comme on l'a nous autour de nous sur cette table aujourd'hui, d'avoir du pain qui s'effrite, ça fait partie du jeu et je pense que les gens ont cette habitude-là, donc c'est quelque chose à prendre en considération, mais qui est pas forcément on n'est pas forcément non plus à essuyer les tables toutes les 2 secondes. On laisse le côté un peu brut. En tout cas, c'est ce l'expérience. Je me permets de rajouter un mot, parce qu'on est au restaurant, où souvent le pain est un affront, est un véritable insulte, parce qu'on nous donne des mets formidables, on nous donne une liste de vins absolument envoûtante, et on nous donne un pain qui est tristouné. Si l'éducation doit se faire, elle doit se faire dans la boutique certainement, mais également à table. Et si on n'explique pas ce que c'est le pain, s'il n'y a pas un sommelier du pain, c'est le nom de mon blog, mais bon, réellement on perd une occasion formidable d'intégrer les gens dans une expérience gastronomique globale. Il faut que, comme avec le vin, que quelqu'un nous explique, voilà un pain et de quoi il s'agit et ce que ça devrait ou ce que ça pouvait donner. Et ça serait vraiment un moment, pour moi, un moment extrêmement important dans un repas. Et j'appelle mes amis restaurateurs de penser à ça et je promets à ce moment-là de renoncer à apporter mon pain à table quand je suis dans les restaurants. Pour rester sur le restaurant, Frédéric, vous travaillez avec beaucoup de restaurateurs. Vous me disiez, c'est une activité qui prend de plus en plus d'importance. Il y a des demandes par rapport à la croûte particulière. Il y a des gens qui veulent des croûtes blanches, peut-être moins cuites, plus cuites. La croûte, lorsqu'il me parle du pain, il me parle de la croûte parce que ça en fait inévitablement partie. Et ils veulent une croûte, parce que de toute façon ils savent que dès qu'on a un peu de qualité, il y a forcément croûte, il n'y a pas d'histoire. Les pains qui n'ont pas de croûte. Alors tu peux faire une tradition poussée dans l'extrême, très, très hydratée, et avoir une croûte très fine et qui est... Un peu comme le ciabatta. Ça sera différent quand même, malgré tout. Ciabatta. Oui, mais c'est surtout qu'il y a un petit fond d'huile d'olive qui fait qu'on enlève la croûte là. Sur une tradition, tu peux avoir des croûtes très fines. Plus ça prendra, on va pas rentrer dans des termes techniques, mais plus ça prend des températures basses et plus celle-ci, elle a été 24 heures à 10 degrés. Donc évidemment, on a de la croûte. C'est clair, une tradition, on la poussera plutôt un petit peu plus chaude, qui fait qu'on aura des croûtes beaucoup plus fines,
mais dès qu'on a de la qualité, on a de la croûte. Je veux dire, je pense vraiment. Est-ce qu'on peut peut-être couper un morceau de ce... Alors, si je peux me permettre, on va commencer par celui-ci, parce qu'on finira par celui-là qui est en puissance aromatique, je pense, le plus fort. Alors là, je l'ai volontairement fait, je l'ai poussé à son extrême Pour Steven. pour Steven. Là, Et on j'en suis touché. Là, on C'est est à très l'aise. sympa. Mais C'est magnifique. Ça D'aspect, se- pour moi, c'est sublime. Ça, ça se vend difficilement, on peut le dire. C'est- Bah, écoutez, En boutique, c'est difficile de vendre ça. ouais, mais on va voir que lorsqu'on va le déguster, il y a un Oui. rapport croûte-mie qui est mais les yeux C'est des gens celui-là qui vont me plaît, peut-être en dire, oh boutique. là là, c'est... Il y en a une Oui, qui est magnifique, hein. exactement. C'est Ils celui-là vont que pas je dire- cherche en boutique. Ils vont même pas me dire trop cuit, ils vont me dire il est brûlé votre pain. Ouais. C'est fou. Et alors qu'il Et est... arrêtons de dire trop cuit. Ouais. Bon, un pain est correctement cuit Ouais. et croustillamment cuit. Vous voyez, Mais il y a mais- vraiment une question d'éducation Ça au pain, mais d'éducation globale. Moi, je milite beaucoup pour une éducation, pas du tout nutritionnelle, mais une éducation alimentaire et gustative. Et Ouais. expliquer aux gens ce que c'est les aliments, comment on fait le pain, comment on mange le pain. Yeah. Magnifique. Est-ce Merci. qu'on peut décrire... Alors là, on est sur une farine qui est un petit peu différente, puisque j'utilise du sarrasin dans ce pain. Sarrasin, j'aime beaucoup le sarrasin. Ça, pour moi, c'est... Sur la c'est, croûte, on peut ne pas aimer, mais quand on parle de boulangerie, qu'on a ces produits-là, Oui. C'est magnifique. on est dedans, quoi. Franchement, on peut ne pas aimer, vous avez le droit Oui. de ne pas aimer ce goût, de ne pas aimer... Qu'est-ce qu'on peut dire sur les goûts Qu'est-ce qu'on... Steven, Simon, Ariane. Ah ben, il y a pour moi là un fond de potiron, de patates douces. Il y a aussi c'est épicé. Il y a le torréfié. Ce que je veux dire, j'ai torréfié. Il y a un peu de miel. Et puis il y Tout a ça dans la surtout- croûte, essentiellement. Mais je crois que là c'est difficile de désagréger les deux. Mais c'est un pain qui est une symphonie d'arômes et de goût. C'est un pain que je trouve formidable. La mâche est bonne. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir la bonne épaisseur de croûte. C'est-à-dire, quand Steven dit la mâche est bonne, une croûte trop fine ou trop sèche, ça serait pas agréable. Et une croûte trop épaisse, c'est peut-être ça qui fait peur aux gens. Ça commence à être un petit peu difficile à mâcher. Là, c'est très bien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très très agréable à manger, plus tous les arômes. Mais il y a un vrai travail de réhabilitation de la croûte à faire. Et bon, j'ai eu cette discussion avec Frédéric beaucoup de fois. Et on me reproche, moi, quand je fais l'ayatollah de la croûte, que Kaplan, tu es universitaire, oui, tu as fait un CAP, mais il y a 40 ans, tu n'as jamais tenu une affaire, et tu peux dire n'importe quoi. Mais moi, je dois vendre mon pain. Et mes clients ne veulent pas un pain qui est donc croustillamment cuit. Et moi, je réponds en disant qu'il faut changer la façon de voir les choses des clients, parce que c'est le boulot donc, de l'artisan. Je sais que c'est un travail de Sisyphe, un travail énorme et difficile. Les boulangers aujourd'hui ont tendance, ceux qui sont un peu conscients, de faire du correctement cuit, enfin du croustillement cuit pour les uns et de beaucoup moins cuit pour les autres. Je trouve que c'est une concession excessive et c'est une forme de populisme qu'il faut résister. À notre époque, le populisme est parfois toxique, en boulangerie aussi bien qu'en politique. Je voulais juste terminer sur il y a un très joli texte de Francis Ponge, peut-être vous faire réagir sur le pain. J'ai juste un extrait qui parle de la croûte, qui est très joli, je trouve, en tout cas. Il dit « La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. » Donc le Taurus, c'est un massif montagneux en Turquie. Effectivement, quand on regarde, et on parlait du plaisir des yeux, Ouais. Ponge ajoute qu'il parle de la mie en parlant de la mollesse ignoble sous-jacente et ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme mie à son tissu pareil à celui des éponges. C'est chouette ça, Ça fait plaisir, je pense, à- c'est très joli. Les gens qui vont manger ce pain, de toute façon, c'est à mon avis des connaisseurs du pain et c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Ce qu'on voit vraiment, c'est ce que C'est disait super. Ariane, c'est la finesse de la croûte. En fait. Effectivement, extérieurement, on peut se dire Non. cette masse de croûte qui a l'air imposante. Et- Quand et- on découpe, c'est... Et vraiment, enfin, on est dans une période aussi où on est plus sensible au gaspillage. Un pain comme ça, il va en plus vraiment très très bien se conserver du fait de la bonne épaisseur de la croûte. C'est-à-dire que la mie va pas sécher trop vite. Donc il y a le fait qu'on peut congeler du pain, mais on peut aussi le garder plusieurs jours. C'est fruité, il y a cerise noire, il y a
il y a raisin de Corinthe, c'est sublime. Et ça, grâce justement, encore une fois, à l'articulation entre croûte et mie. Et quand j'imagine en tant qu'historien, je travaille beaucoup sur le 18e, en pain 18e, ça s'approche de ça. C'est un pain de Gonesse. Le meilleur pain de Paris, c'était un pain de Gonesse de 3 livres. Ça, pour moi, incarne un tout petit peu cet esprit d'Ancien Régime. Et ce qui est génial dans le pain, c'est que finalement, celui-là n'a rien à voir avec celui d'avant. Non. Ah bah, Donc il y a une diversité trois sont fantastique. différents, Tout à On a fait. les mêmes ingrédients, Avec des saveurs très différentes. eau, sel et farine, Et toutes après, les combinaisons possibles. c'est merveilleux. Hein. Ça, c'est- La boulangerie, c'est merveilleux. Merci à tous.